Ma femme s'est vantée, c'est moi qui fais les règles ici. Alors j'ai fait mes valises et je l'ai laissé régner sur sa propre solitude. 10 ans de contrôle se sont brisés quand j'ai finalement repris ma vie en main et que j'ai regardé son royaume s'effondrer sans son sujet obéissant. C'était lors d'un dîner dominical typique que ces mots m'ont finalement brisé. C'est moi qui fais les règles ici, a-t-elle annoncé avec un sourire narquois, jetant un regard à nos invités comme pour s'assurer qu'ils l'entendaient haut et fort. La déclaration est restée en suspens dans l'air comme une guillotine au-dessus de ma dignité. 10 ans de mariage avaient mené à ce moment. 10 ans à céder lentement des morceaux de moi-même jusqu'à ce que je reconnaisse à peine l'homme dans le miroir. Le contrôle n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il s'est insinué lentement, déguisé en préoccupation, en préférence, en petites suggestions qui sont devenues des exigences. D'abord, c'était des commentaires sur mes vêtements, puis sur les personnes avec qui je pouvais passer du temps, et finalement sur la façon dont je devais penser. Mes amis avaient disparu un par un, jugés comme de mauvaises influences ou des pertes de temps. Les visites familiales se sont faites de plus en plus rares, toujours avec une excuse commode pour laquelle nous ne pouvions pas assister au rassemblement. Je me souviens de notre première rencontre à une fête d'entreprise. Sa confiance m'avait attiré comme un papillon de nuit vers une flamme. Cette même confiance s'était tordue en quelque chose d'inconnaissable au fil des ans. Ce qui semblait autrefois être de l'assurance s'était métamorphosé en domination. Ce que j'avais pris pour de la passion était devenu du contrôle. Ce soir-là, après le départ de nos invités, je me tenais dans notre cuisine à faire la vaisselle pendant qu'elle critiquait mon comportement pendant le dîner. Apparemment, je l'avais embarrassée en étant en désaccord sur un sujet politique. « Tu n'y connais rien », a-t-elle sifflé. « La prochaine fois, contente-toi de te taire. » J'ai hoché la tête en silence, une réponse qui était devenue automatique. À l'intérieur, quelque chose a finalement cédé. Le lendemain matin, pendant qu'elle dormait, je me suis assis dans notre jardin à regarder le lever du soleil, contemplant comment j'étais devenu si diminué. Combien de fois avais-je ravalé mes paroles pour maintenir la paix? Combien de fois avais-je abandonné mes propres intérêts parce qu'ils ne correspondaient pas à sa vision de qui je devais être? J'ai pensé à nos récentes vacances où elle m'avait réprimandé pour avoir discuté trop longtemps avec un guide touristique, m'accusant de flirter alors que j'étais simplement amical. Au travail ce jour-là, je ne pouvais pas me concentrer. Ces mots résonnaient sans cesse. C'est moi qui fais les règles ici, comme si j'étais un enfant, comme si mes pensées et mes sentiments ne signifiaient rien. Pendant le déjeuner, j'ai appelé mon ancien colocataire d'université, à qui je n'avais pas parlé depuis près de 2 ans. Entendre sa voix a ravivé des souvenirs de qui j'étais autrefois. Quelqu'un avec des opinions, des passe-temps et des rires. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison avec des sacs de courses pleins de vêtements qu'elle m'avait achetés. Des articles que je n'aurais jamais choisis moi-même. « Ta garde-robe est embarrassante », a-t-elle déclaré en jetant les sacs sur notre lit. « Ceux-ci sont plus appropriés. » Je l'ai remerciée tranquillement pendant que quelque chose en moi hurlait. Plus tard dans la nuit, elle a critiqué la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, le réorganisant complètement en soupirant de façon dramatique. Quand j'ai essayé d'aider, elle a repoussé ma main. « Laisse-moi juste le faire correctement », a-t-elle lancé sèchement. Puis sont venus les commentaires sur mon poids, sur le fait que je me laissais aller, que je n'étais pas assez ambitieux au travail, que ma famille n'avait jamais eu de bonnes manières. Alors que j'étais éveillé cette nuit-là, l'écoutant dormir à côté de moi, j'ai réalisé que j'étais devenu un invité dans ma propre vie. La maison dans laquelle nous vivions avait été décorée selon ses goûts. Nous mangions ce qu'elle voulait, regardions ce qu'elle préférait et fréquentions ses amis. Mon existence avait été réduite à un rôle de soutien dans son histoire. Le lendemain matin, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai regardé notre photo de mariage encadrée. Nous avions l'air si heureux, si égaux. Je ne pouvais pas déterminer exactement quand l'équilibre avait basculé, quand j'avais commencé à disparaître, mais je savais avec une clarté soudaine que je ne pouvais pas continuer à disparaître. Pas un jour de plus. 3 jours après ce dîner, j'étais assis dans un café à l'autre bout de la ville, attendant nerveusement. L'avocat est arrivé précisément à l'heure, habillé de façon décontractée comme je l'avais demandé. Je ne voulais pas que quelqu'un qui pourrait connaître ma femme reconnaisse ce qui se passait. Pour la première fois depuis des années, je prenais des mesures sans permission, et le mélange de peur et d'exaltation était vertigineux. « Vous devez tout documenter », m'a conseillé l'avocat après avoir entendu ma situation. Commencez à tenir des registres des comportements de contrôle,
des informations financières et de tout incident pouvant être considéré comme de la violence psychologique. J'ai hoché la tête, ayant déjà commencé un journal secret sur mon ordinateur de travail. L'avocat a glissé une carte de visite sur la table. Appelez-moi quand vous serez prêt à aller de l'avant. Ce soir-là, j'ai créé un nouveau compte de messagerie à la bibliothèque publique et j'ai ouvert un compte bancaire séparé pendant ma pause déjeuner le lendemain. De petites sommes de mes chèques de paie y seraient désormais détournées. Pas assez pour éveiller les soupçons, mais suffisant pour constituer un fonds d'urgence. J'ai cherché des appartements dans un quartier qu'elle ne visiterait jamais, trouvant un modeste 2 pièces dans mon nouveau budget. La partie la plus difficile était de maintenir la normalité à la maison. J'ai continué à hocher la tête à ses critiques, à être d'accord avec ses décisions et à jouer le rôle que j'avais perfectionné au fil des ans. Mais quelque chose avait changé en moi. J'étais maintenant un acteur conscient de sa performance plutôt que quelqu'un qui avait oublié qu'il était sur scène. J'ai commencé à faire des promenades seul, prétextant des ordres du médecin pour ma tension artérielle préoccupante. Pendant ces promenades, j'appelais de vieux amis, renouant le contact à voix basse. Mon frère, à qui je n'avais pas parlé correctement depuis 3 ans à cause de son aversion pour lui, s'est effondré quand je l'ai finalement appelé. Je pensais t'avoir perdu pour de bon, a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion. 6 semaines après le début de mes préparatifs secrets, elle a annoncé qu'elle prévoyait un week-end entre amis dans un spa. Tu te débrouilleras bien tout seul, je suppose, a-t-elle dit, plus comme une affirmation qu'une question. Je l'ai assuré que je pouvais gérer, suggérant qu'elle prolonge son voyage si elle le voulait. La maison pourrait en fait rester propre pendant quelques jours, a-t-elle plaisanté, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vraiment une blague. La nuit précédant son départ, je pouvais à peine dormir, mon esprit oscillant entre le doute et la détermination. Étais-je en train de surréagir? Était-ce vraiment nécessaire? Puis elle a critiqué la façon dont j'avais fait sa valise, la vidant complètement pour tout replier correctement tout en énumérant toutes mes lacunes. Le doute s'est évaporé. Après l'avoir déposée chez son ami d'où elles partiraient ensemble pour leur voyage, j'ai conduit directement à la banque. J'ai retiré la moitié de nos économies communes, légalement miennes comme l'avocat l'avait confirmé, et je l'ai déposée sur mon nouveau compte. Ensuite, j'ai rassemblé les documents essentiels que j'avais progressivement recueillis et cachés dans mon casier de gym, acte de naissance, passeport, informations d'assurance et copie des déclarations de revenus. À la maison, j'ai fait mes bagages méthodiquement, vêtements, objets personnels, photographies de famille et quelques souvenirs qu'elle n'avait pas jugés de mauvais goût et jetés. Je n'ai pris que ce qui était indéniablement à moi, ne laissant aucune place aux accusations de vol. Les meubles, l'électronique et les articles de luxe pouvaient rester. Ils n'étaient que des accessoires dans une vie que je ne voulais plus vivre. Alors que je chargeais la voiture, notre voisin âgé m'a fait un signe de la main de l'autre côté de la rue. Un instant, je me suis figé, me demandant s'il lui en parlerait. Puis je me suis souvenu comment elle s'était moquée de sa sénilité lors de notre dernière réunion de quartier. Certains secrets, semblait-il, seraient gardés en sécurité par sa propre cruauté. Une fois la voiture chargée, je me suis tenu dans notre salon une dernière fois. Bien que j'ai vécu ici pendant 7 ans, je ne ressentais aucun attachement à l'espace qu'elle avait revendiqué comme son domaine. J'ai posé ma clé de maison et une lettre scellée sur le comptoir de la cuisine. La lettre était brève, indiquant que je quittais le mariage et que je la contacterais par l'intermédiaire de mon avocat. Pas d'explication, pas d'accusation, pas de supplication pour de la compréhension, rien qui puisse être déformé ou utilisé contre moi. S'éloigner de cette maison, c'était comme sortir de l'eau après avoir failli se noyer. Chaque kilomètre apportait des pensées plus claires, des respirations plus profondes. Le GPS me dirigeait vers mon nouvel appartement, mais je me dirigeais déjà vers un endroit bien plus important, vers moi-même. La première nuit dans mon nouvel appartement était surréaliste. Je me suis assis sur un matelas pneumatique acheté à la hâte, entouré de boîtes et de silence. Aucune critique sur le plat à emporter que j'avais commandé. Aucun commentaire sur mon choix de musique jouant doucement depuis mon téléphone. Aucune tension dans mes épaules, anticipant le prochain regard des approbateurs. Juste du calme, juste de la paix. Mon téléphone est resté éteint. Je savais ce qui se passerait quand elle rentrerait à la maison le lendemain soir et trouverait ma lettre. La pensée de sa réaction a provoqué des émotions contradictoires, la culpabilité pour la douleur que je causais, la peur de sa rage, mais surtout le soulagement de ne pas être là pour tout absorber. Cette nuit-là,
j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Pas à rester éveillé, à suranalyser chaque interaction, à répéter les bonnes choses à dire, à planifier comment naviguer ses humeurs, juste l'obscurité et le repos. Le matin est venu avec une désorientation momentanée avant que la réalité ne s'installe. Je l'avais fait. J'étais vraiment parti. La prise de conscience a apporté une étrange légèreté dans ma poitrine. J'ai fait du café exactement comme je l'aimais, plus fort qu'elle ne l'aurait jamais permis, et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Mon nouveau quartier était modeste mais animé. De la fenêtre de mon 3e étage, je pouvais voir un petit parc où les gens promenaient leurs chiens et les enfants jouaient. Cela ne ressemblait en rien à notre rue de banlieue méticuleusement entretenue où les voisins interagissaient rarement, sauf pour comparer l'entretien de leur pelouse. J'ai passé cette journée à aménager mon nouvel espace. L'appartement était petit, juste une chambre avec un salon et une salle à manger combinée, mais il était à moi. J'ai rangé mes livres sur une simple étagère, des livres qui avaient été bannis au garage de notre maison pour être inesthétiques. J'ai accroché une estampe de mon artiste préféré qu'elle avait jugé de mauvais goût il y a des années. Vers midi, j'ai finalement allumé mon téléphone, ignorant l'écran principal pour naviguer directement vers le contact de mon frère. Je l'ai fait, lui ai-je envoyé par SMS. Je suis sorti. Sa réponse est venue immédiatement. Fier de toi. Besoin de quelque chose? Des mots si simples. Pourtant, ils m'ont rempli les yeux de larmes. Depuis combien de temps quelqu'un ne m'avait-il pas demandé ce dont j'avais besoin? Le soir venu, je savais qu'elle arriverait à la maison, trouverait la lettre et découvrirait mon absence. J'ai de nouveau éteint mon téléphone et je suis allé à un cinéma voisin, choisissant un film de science-fiction dont elle se serait moquée. Pendant 2 heures, je me suis perdu dans un autre monde, mangeant du pop-corn sans qu'on me rappelle les calories. Quand je suis rentré à mon appartement, j'ai ressenti une sensation inconnue. Il m'a fallu un moment pour l'identifier. Je fredonnais. L'expression simple et inconsciente du contentement avait été absente de ma vie depuis si longtemps que j'avais oublié ce que cela faisait. Le dimanche matin a apporté l'inévitable. Quand j'ai finalement allumé mon téléphone, il a explosé de notifications, 27 appels manqués, 43 messages textes et 5 messages vocaux. Je n'ai lu ni écouté aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat comme convenu, confirmant que j'étais parti et que le barrage avait commencé. Ne répondez pas directement, m'a-t-il conseillé. Transférez-moi tout. Nous établirons que toute communication doit passer par les canaux appropriés. J'ai fait comme on me l'avait dit, ressentant un étrange détachement en transférant l'avalanche numérique de sa rage sans l'absorber. L'après-midi, une nouvelle tactique a émergé. Des messages d'amis communs ont commencé à apparaître. Elle est morte d'inquiétude pour toi. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Dis-lui au moins que tu es en sécurité. J'ai reconnu le schéma immédiatement. Elle mobilisait les autres pour me ramener, tout comme elle l'avait fait chaque fois que j'avais essayé d'établir des limites par le passé. J'ai répondu à ceci par de brefs messages factuels, je suis en sécurité. C'était une décision délibérée. J'apprécie votre préoccupation, mais mon avocat gérera toute communication concernant la situation. Certains ont exprimé leur choc à la mention d'un avocat. D'autres ont promis de ne pas s'en mêler. Quelques-uns ont révélé leur véritable allégeance par une défense immédiate en sa faveur. Le lundi a apporté le défi de retourner au travail. J'avais pris un jour de congé personnel pour le déménagement, mais je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je suis arrivé tôt, demandant une réunion privée avec mon directeur. J'ai gardé l'explication professionnelle. Je traverse une séparation et je voulais que vous soyez au courant au cas où il y aurait des perturbations. Son hochement de tête compréhensif suggérait que ce n'était pas la première fois qu'il entendait de telles nouvelles. Tout au long de cette première journée de retour, je suis resté concentré sur mes tâches, bien que mon esprit ait parfois dérivé vers ma nouvelle réalité. Pendant le déjeuner, je me suis assis seul dans un parc voisin, regardant les feuilles se disperser dans la brise d'automne. Un SMS d'un numéro inconnu est arrivé. Tu penses que c'est fini? Tu as fait la plus grande erreur de ta vie. Je l'ai transféré à mon avocat sans le lire une deuxième fois et je suis retourné regarder les feuilles, refusant de la laisser me ramener dans la tempête. À la fin de la première semaine, ces tactiques avaient évolué avec une prévisibilité effrayante. La rage initiale a cédé la place à des supplications larmoyantes. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Nous pouvons arranger ça.
S'il te plaît, parle-moi. Ces messages étaient plus difficiles à ignorer que les messages de colère. Ils tiraient sur quelque chose de profond en moi, cette partie qui avait été conditionnée à la réconforter, à arranger les choses, à prendre la responsabilité de son état émotionnel. Mon avocat m'a conseillé de maintenir un silence complet. Toute communication directe maintenant ne fera qu'ouvrir la porte à la manipulation, a-t-il averti. Je savais qu'il avait raison, mais chaque message ignoré ressemblait à une autre petite trahison de ma part. Le côté rationnel de mon cerveau comprenait que c'était exactement comme ça qu'elle m'avait contrôlé pendant des années, en me faisant me sentir responsable de ses sentiments. 10 jours après mon départ, elle s'est présentée à mon lieu de travail. J'étais en réunion lorsque la réceptionniste a appelé pour dire que ma femme était dans le hall, insistant pour me voir immédiatement. Mon cœur s'est emballé alors que mon directeur me faisait signe de gérer la situation. En descendant dans l'ascenseur, j'ai envoyé un SMS à mon avocat, qui a répondu immédiatement « N'engagez aucune discussion sur votre relation. Indiquez clairement que toute communication doit passer par les canaux légaux. Si elle persiste, partez. » Elle se tenait au centre du hall, parfaitement apprêtée comme toujours, un sac à main de créateur serré dans ses mains aux jointures blanches. Au moment où elle m'a vu, son visage est passé d'une détermination en colère à une vulnérabilité blessée, une transition que j'avais observée d'innombrables fois auparavant. « Nous devons parler », a-t-elle déclaré, assez fort pour que la réceptionniste entende, mais assez doucement pour paraître raisonnable. « Pas ici. Toute communication doit passer par mon avocat, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne le sentais. Je vous ai transféré ses coordonnées. Ses yeux se sont légèrement plissés, le masque de vulnérabilité glissant. Alors c'est comme ça que ça va se passer? Après 10 ans, je ne mérite même pas une conversation. Quelque chose dans sa formulation m'a frappé. Mériter. Comme si me parler était un prix auquel elle avait droit. Comme si mon silence lui enlevait quelque chose qui lui appartenait. J'ai simplement répété « Veuillez contacter mon avocat », et je me suis tourné pour partir. « Tout le monde pense que tu as perdu la tête », a-t-elle crié après moi, la voix s'élevant. Fuir au milieu de la nuit comme un lâche. Quel genre d'homme fait ça? Je me suis arrêté, sans me retourner. C'était le moment dont je réalisais qu'il donnerait le ton à tout ce qui suivrait. Je pouvais me défendre, m'expliquer et argumenter, exactement ce qu'elle voulait, ou je pouvais continuer à marcher, exactement ce qu'elle ne pouvait pas supporter. J'ai choisi la seconde option. Cette nuit-là, elle a intensifié les choses en se présentant à mon appartement. Comment elle a trouvé l'adresse, je n'étais pas sûr, peut-être par une connaissance commune qui pensait aider. Je n'ai pas répondu à la porte malgré ses coups persistants. Finalement, un voisin a dû se plaindre car les coups ont cessé, suivi par le gémissement lointain d'une sirène de police. Le lendemain matin, mon avocat a appelé. Elle a déposé une requête affirmant que vous avez abandonné le mariage et que vous vous êtes enfui avec des biens communs, a-t-il expliqué. Nous nous y attendions. J'ai préparé notre réponse démontrant que vous n'avez pris que ce qui vous revenait de droit et que vous lui avez laissé la majorité des biens communs. Cependant, vous devriez vous attendre à ce que les choses deviennent plus difficiles avant de s'améliorer. Les semaines suivantes lui ont donné raison. Elle a tout contesté, les conditions de la séparation, la division des biens, même l'accès à notre chien qu'elle s'était toujours plainte de promener ou de nourrir. Les amis ont été forcés de choisir leur camp. La plupart ont choisi le sien après avoir entendu la version des événements qu'elle avait élaborée. J'ai perdu des gens que je pensais rester dans ma vie mais j'ai aussi découvert des alliés inattendus. Mon frère a conduit 6 heures pour passer un week-end à m'aider à m'installer dans mon nouveau logement. Un collègue m'a invité à un groupe de randonnée qui se réunissait le samedi. Ma tante âgée appelait chaque semaine juste pour prendre de mes nouvelles. De petites connexions qui ont formé un filet de sécurité dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Un mois après mon départ, ces tactiques ont de nouveau changé. Un ami commun m'a contacté pour m'informer qu'elle était extrêmement préoccupée par ma santé mentale, suggérant que j'avais eu une sorte de dépression. Elle pense demander une vérification de bien-être, a prévenu l'ami. Je les ai remerciés pour l'information, reconnaissant la menace à peine voilée pour ce qu'elle était. J'ai programmé de manière proactive une séance avec un thérapeute, à la fois pour mon propre bénéfice et pour établir un dossier de ma stabilité mentale. Le thérapeute, après plusieurs séances, l'a dit sans détour, ce que vous décrivez est cohérent avec quelqu'un qui se remet d'une relation de contrôle émotionnel, pas quelqu'un qui subit une dépression. 6 semaines plus tard,
elle a essayé une nouvelle approche. J'ai reçu un courriel directement de son compte personnel, la première violation de la règle de communication par avocat uniquement. L'objet du message était simplement « Je suis désolé ». Le message à l'intérieur détaillait toutes les façons dont elle reconnaissait que son comportement avait été contrôlant. Elle a promis une thérapie de couple, un changement complet. C'était tout ce que j'avais autrefois rêvé d'entendre. Mon doigt a plané sur le bouton de réponse, le cœur battant. Puis j'ai remarqué quelque chose. Les excuses se concentraient entièrement sur ce qu'elle perdrait sans moi, mon revenu, mon aide à la maison, ma présence stable. Pas une seule fois il n'a été question de mon bonheur ou de mon bien-être. Pas une seule fois il ne m'a reconnu comme une personne plutôt que comme une ressource. Les mains tremblantes, je l'ai transféré à mon avocat sans répondre. Cette nuit-là, j'ai rêvé de revenir. Dans le rêve, elle m'accueillait à bras ouverts, promettant que tout serait différent. Je me suis réveillé en sueur froide, momentanément désorienté, tendant la main de l'autre côté du lit pour quelqu'un qui n'était pas là. Le vide à côté de moi m'a paru momentanément dévastateur jusqu'à ce que je me souvienne du vide que j'avais ressenti en étant allongé à côté d'elle, qui avait été infiniment pire. 3 mois après le début de ma nouvelle vie, de petits changements ont commencé à s'accumuler pour devenir quelque chose de transformateur. Je l'ai d'abord remarqué sur des photographies, un ami du groupe de randonnée a pris une photo de moi sur le vif au sommet d'un sentier local, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit. Quand il l'a partagé dans notre conversation de groupe, je me suis à peine reconnu. La tension qui avait résidé en permanence sur mon visage s'était adoucie. Mon sourire atteignait mes yeux d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis des années. Des changements physiques ont suivi. Sans sa surveillance constante de mon alimentation, les subtiles pressions vers la nourriture qu'elle jugeait appropriée et loin des choses que j'aimais, j'ai commencé à manger ce que je voulais quand je le voulais. Étonnamment, je me suis retrouvé à graviter naturellement vers des options plus saines maintenant que la nourriture n'était plus un champ de bataille. Le nœud perpétuel dans mon estomac s'était dissous, et avec lui, les problèmes digestifs que j'avais attribués au vieillissement. J'ai redécouvert de vieux passe-temps. La moto vintage que j'avais gardée en entrepôt, un projet de restauration qu'elle avait rejeté comme étant enfantin, a été amené au parking désigné de mon immeuble. Les week-ends étaient désormais passés avec des mains tachées de graisse et des tutoriels YouTube plutôt qu'à assister à des fonctions sociales où je me sentais comme un accessoire. La moto dans l'unité de stockage avait été la seule chose qu'elle n'avait jamais réussi à me faire jeter, bien que ce ne soit pas faute d'avoir essayé. Mon appartement s'est progressivement transformé d'un abri temporaire en un foyer. Les murs qui étaient initialement nus affichaient maintenant des œuvres d'art que j'appréciais sincèrement. Les étagères se remplissaient de volumes que je lisais réellement plutôt que de reliures impressionnantes choisies pour leur dos. Des meubles disposés pour le confort plutôt que pour l'apparence. Rien ne correspondait parfaitement, mais tout semblait harmonieux car cela reflétait un goût constant, le mien. Les performances au travail se sont améliorées de façon spectaculaire sans dépenser d'énergie mentale à anticiper les critiques potentielles à la maison. Je pouvais me concentrer complètement sur les projets. Une promotion que j'avais hésité à poursuivre, sachant qu'elle exigerait plus d'heures et déclencherait des accusations de prioriser le travail sur elle, semblait maintenant réalisable. J'ai postulé et j'ai été sélectionné pour un poste de direction qui a augmenté à la fois mes responsabilités et ma rémunération. La procédure judiciaire s'est poursuivie avec des mises à jour périodiques de mon avocat. Elle a contesté tout ce qui était possible, faisant traîner ce qui aurait pu être une séparation simple. Il ne s'agit pas des biens, a observé mon avocat après une séance de négociation particulièrement litigieuse. Il s'agit de contrôle. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement. Plus longtemps elle pouvait nous maintenir légalement enchevêtrés, plus longtemps elle maintenait une connexion sur laquelle elle pouvait tirer. Par le biais de relations communes, j'ai entendu des bribes de sa vie. Elle avait élaboré un récit se présentant comme la victime abandonnée de ma crise de la quarantaine. Au début, cela lui a valu une sympathie et un soutien considérables. Les gens lui apportaient des repas, prenaient de ses nouvelles régulièrement et lui offraient des épaules sur lesquelles pleurer. Elle s'épanouissait de cette attention, développant sa présence sur les réseaux sociaux avec des publications vagues et poétiques sur la trahison et la résilience. Cependant, au fil des mois, son système de soutien a commencé à montrer des signes de fatigue. Le drame constant, la victimisation incessante, les demandes de travail émotionnel, tout cela a usé même ses alliés les plus dévoués. Les invitations ont diminué. Les temps de réponse à ces messages se sont allongés.
Le public pour sa performance de souffrance s'est progressivement dispersé. Professionnellement, elle a également eu des difficultés. Son poste dans un cabinet prestigieux avait toujours été renforcé par les dîners que nous organisions pour les collègues et les clients, des événements où je jouais le rôle d'un conjoint de soutien. Sans ces liens sociaux, sa tendance naturelle à la critique acerbe est devenue plus apparente dans les interactions professionnelles. Une connaissance commune a mentionné qu'elle avait été écartée d'une voie de partenariat qui avait autrefois semblé garantie. Je n'ai pris aucun plaisir à ces rapports. Pourtant, ils ont confirmé quelque chose d'important. Ces difficultés n'étaient pas dues au fait que je lui manquais spécifiquement, mais au fait que ce que je fournissais lui manquait, la stabilité, la facilitation sociale, un punching ball émotionnel constant, quelqu'un à contrôler. La distinction a aidé à dissoudre la culpabilité persistante concernant ma décision de partir. 6 mois après mon départ, j'ai reçu une invitation au mariage d'un ami d'université. Le RSVP comprenait une option E+1 qui me fixait depuis l'écran de mon ordinateur. Pendant un moment, une vieille programmation s'est activée, le calcul automatique de la façon dont elle réagirait à l'événement, qui serait laquelle désapprouvait, ce que je devrais faire pour minimiser son mécontentement. Puis je me suis souvenu que je pouvais simplement y assister et m'amuser. J'y suis allé seul, bien que plusieurs amis du groupe de randonnée aient proposé en plaisantant d'être mon cavalier. La cérémonie était magnifique, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la réception. J'ai dansé. J'ai ri bruyamment. J'ai pris une deuxième part de gâteau. Je suis resté jusqu'à la toute fin, aidant à empiler les chaises lorsque la plupart des invités étaient partis. Pas une seule fois je n'ai vérifié mon téléphone avec anxiété ou surveillé l'heure avec une crainte croissante d'accusation de rester dehors trop tard. En rentrant chez moi ce soir-là, les fenêtres baissées et la musique à fond, j'ai été frappé par une prise de conscience si simple mais si profonde qu'elle m'a presque forcé à m'arrêter. J'étais heureux. Pas temporairement distrait du malheur. Pas comparativement moins misérable qu'auparavant, mais véritablement content d'une manière durable que j'avais oublié être possible. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je suis prêt à être généreux dans le règlement final, lui ai-je dit. Je veux que ce soit terminé. Il m'a mis en garde contre le fait de créer un précédent en cédant à ses demandes, mais j'ai clarifié. Il ne s'agit pas de lui donner ce qu'elle veut. Il s'agit de me donner ce dont j'ai besoin, la liberté d'avancer sans que son ombre me suive. Cet après-midi-là, j'ai changé mon numéro de téléphone, le dernier cordon la reliant à ma vie quotidienne. Alors que le message automatisé confirmait que le changement était terminé, j'ai senti un poids se lever que je n'avais pas réalisé que je portais encore. Les règles avaient changé. C'est moi qui les faisais maintenant. 1 an jour pour jour après mon départ, le divorce a été finalisé. Les papiers sont arrivés par coursier un jeudi matin avant le travail. J'ai signé pour le paquet, mais je l'ai laissé non ouvert sur le comptoir de ma cuisine, me dirigeant vers le bureau comme d'habitude. Tout au long de la journée, la connaissance de sa présence m'attendait comme un invité dans ma maison. Pas un invité indésirable, mais un qui méritait une attention appropriée. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée. Pas exactement pour célébrer, mais pour marquer l'occasion avec une signification appropriée. Le langage juridique était froid et impersonnel, réduisant 10 ans à des biens distribués et des obligations terminées. J'ai signé là où c'était indiqué, en suivant les onglets jaunes placés par mon avocat. Ma main n'a pas tremblé. Mes yeux sont restés secs. L'émotion que j'ai ressentie n'était ni le deuil ni le regret, mais quelque chose de plus calme, la reconnaissance d'une fin qui avait été nécessaire. Le week-end suivant, mon frère et sa famille sont venus me rendre visite. Ma nièce et mon neveu, maintenant à l'aise en ma présence après plusieurs visites tout au long de l'année, ont immédiatement réquisitionné mon salon pour la construction d'un fort élaboré. Ma belle-sœur a préparé le dîner dans ma cuisine pendant que mon frère et moi étions assis sur le balcon à regarder le coucher de soleil avec des bières à la main. « Tu sais ce que j'ai remarqué ?» a-t-il dit, rompant un silence confortable. « Qu'est-ce que c'est ?» Tu interromps les gens maintenant. Devant mon regard confus, il a continué. D'une manière normale. Je veux dire, tu interviens avec tes pensées au lieu d'attendre la permission de parler. Tu n'es pas d'accord ouvertement. Tu ne regardes pas autour de toi pour obtenir l'approbation avant de rire de quelque chose. Il a pris une gorgée de sa bière. C'est bon de retrouver mon frère. Son observation m'est restée longtemps après leur départ. J'ai commencé à remarquer d'autres changements en moi, me tenir plus droit,
parler avec plus de confiance en réunion, prendre des décisions sans hésiter. Mon thérapeute appelait cela la reconquête de l'autorité personnelle. J'appelais cela me souvenir de qui j'étais. Le règlement du divorce m'avait laissé avec moins de sécurité financière qu'au début du mariage. Mais la liberté valait chaque centime. Mon nouvel appartement, initialement choisi pour son côté pratique et son anonymat, était devenu un endroit que j'aimais sincèrement. Je m'étais fait des amis avec les voisins, étais devenu un habitué des commerces locaux et avais établi des racines qui semblaient authentiques. Professionnellement, le poste de direction a continué à me mettre au défi et à me récompenser. Mon équipe respectait mon style de gestion, collaboratif plutôt que contrôlant, ferme mais flexible. L'ironie ne m'a pas échappé. En échappant à quelqu'un qui avait besoin de faire les règles, j'étais devenu quelqu'un qui pouvait guider les autres sans domination. Les rencontres amoureuses restaient une faible priorité. Plusieurs amis avaient fait des tentatives bien intentionnées pour me présenter quelqu'un, mais j'ai poliment refusé. Ce n'était pas par peur ou par attachement persistant, mais par un contentement sincère de ma vie actuelle et un désir d'établir pleinement mon indépendance avant de potentiellement la fusionner avec celle de quelqu'un d'autre. La thérapie m'avait aidé à comprendre les schémas qui avaient conduit à mon mariage et à sa détérioration. Ma tendance naturelle à accommoder les autres avait fait de moi une cible parfaite pour quelqu'un qui avait besoin d'un accommodement constant. Ma réticence à affronter les conflits avait permis à de petites violations de limites de se transformer en un contrôle complet. Ces prises de conscience n'excusaient pas son comportement, mais m'ont aidé à reconnaître ma part dans sa facilitation, une connaissance qui me protégerait dans les relations futures. 10 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien pour les hommes quittant des relations de contrôle. L'organisation était petite mais en pleine croissance, répondant à un besoin souvent négligé par les systèmes de soutien existants. Mon rôle était simple, écouter sans jugement, partager mon expérience lorsque c'était pertinent et rappeler à ces hommes que leurs sentiments étaient valides et que leur désir d'autonomie était légitime. Le travail était exigeant sur le plan émotionnel mais profondément gratifiant. Chaque histoire que j'entendais contenait des échos de ma propre expérience. Pourtant, le parcours de chaque homme était unique. Certains avaient des enfants qui compliquaient leur situation. Certains étaient confrontés à des difficultés financières qui rendaient le départ presque impossible. Certains luttaient avec des attentes religieuses ou culturelles qui les faisaient se sentir piégés. Tous méritaient le soutien que j'avais eu la chance de recevoir. 13 mois après mon départ, je les rencontrais de manière inattendue. Un nouveau restaurant avait ouvert en ville et je dînais avec des collègues quand elle est entrée avec un homme que je ne reconnaissais pas. Elle m'a repéré immédiatement. Un instant, le temps a semblé suspendu alors que nos regards se sont croisés à travers la pièce. J'ai hoché la tête poliment et je suis retourné à ma conversation, mais ma vision périphérique a capté son regard insistant. Plus tard, alors que mon groupe se préparait à partir, elle s'est approchée seule de notre table. Mes collègues, sentant la tension, ont créé un tampon de bavardage avant de se diriger avec tact vers la sortie, nous laissant dans une bulle d'intimité artificielle au milieu du bruit du restaurant. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit, son ton suggérant que c'était en quelque sorte offensant. « Merci. Toi aussi. » Un silence s'est étiré entre nous, rempli d'accusations et de défenses tacites. Elle l'a rompu la première. Est-ce que ça en valait la peine? Gâcher 10 ans. La question était conçue comme un piège, invitant soit à une confirmation qui alimenterait sa victimisation, soit à un déni qui suggérerait un regret de ma part. Au lieu de cela, j'ai choisi une voie différente. Je te souhaite du bonheur, ai-je dit simplement. Je le pense sincèrement. Son expression a vacillé entre la colère et la confusion. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait préparé. Avant qu'elle ne puisse se recalibrer, je me suis excusé pour rejoindre mes collègues qui attendaient. En marchant vers nos voitures par la suite, un collègue a posé la question inévitable. Ex-femme? Oui, ai-je répondu. Ça avait l'air intense. J'ai considéré cette évaluation et je l'ai trouvée inexacte. En fait, ça ne l'était pas. Et c'était peut-être la prise de conscience la plus significative de toutes. La rencontre qui aurait dû être émotionnellement dévastatrice avait été simplement gênante. Le pouvoir qu'elle détenait autrefois sur mon état émotionnel s'était complètement dissous. Cette nuit-là, je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de la ville, contemplant la nature étrangement circulaire de la vie. 1 an auparavant, j'avais traversé l'existence en somnambule, permettant à quelqu'un d'autre de dicter ma réalité.
Maintenant, je me tenais pleinement éveillé, auteur de ma propre histoire, faisant mes propres règles. La femme qui s'était autrefois vantée de régir notre vie commune n'avait maintenant aucune juridiction sur aucune partie de la mienne. L'ironie était à la fois parfaite et complète. En essayant de tout contrôler, elle n'avait finalement rien contrôlé, laissé à régner sur un royaume vide de sa propre création. Pendant ce temps, j'avais découvert que le seul livre de règles qui valait la peine d'être suivi était celui écrit de ma propre main, guidé par un respect de soi que personne ne pouvait prendre à moins qu'il ne soit librement abandonné. Et je ne l'abandonnerai plus jamais.